ça va être avec un tierce. Donc ce qui fait que c'est plus un rapport intime entre deux personnes, ça devient déjà un problème à régler et non plus quelque chose de naturel. Enfin, j'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, en tout cas, ça devient quelque chose qui se règle collectivement et non plus à deux. Donc du coup, c'est compliqué, d'autant plus que du coup, je me retrouve parfois à répondre plutôt à la demande de la maman ou d'un autre tierce que de la personne concernée. Par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'après avoir été contactée par une maman, donc je sois voilà, seule avec son fils, et puis que là je me rende compte que son fils en fait était attiré par les garçons, mais que pour elle c'était trop. Son fils ne pouvait pas avoir un handicap et en plus être attiré par les garçons, et que du coup elle m'avait contactée parce qu'elle comptait quand même un peu sur moi pour le remettre au moins dans une sexualité hétérosexuelle. Donc du coup c'est voilà, la question se pose vraiment de qui est-ce que c'est la demande et à quoi est-ce qu'on répond quand on nous appelle. Il y a aussi le fait que vu que ça passe par des tierces, ça devient un moyen de chantage. Ça peut vite être. Moi, c'est pareil, ça m'est arrivé d'avoir rendez-vous avec une personne. À la dernière minute, ce rendez-vous avait été annulé par sa sœur, donc c'était sa sœur qui gérait ça, parce qu'il n'avait pas été sage. Voilà. Bon. Et voilà, et ça devient un moyen de pression. Ou alors, bon, bah, si tu acceptes de retourner en institution, tu pourras avoir un rendez-vous ce week-end. Voilà, donc du coup, d'accord, il y a un service qui s'adresse aux personnes handicapées sur les questions de sexualité, mais finalement, ça ne s'adresse pas qu'à elles dans la manière dont ça se déroule. Ça devient un vrai moyen de pression. Elles ne sont pas du tout libres, en fait, d'y accéder comme elles le veulent. Donc, du coup, c'est une sexualité qui ne rend pas les personnes autonomes. C'est une sexualité qui va être connue de toute l'institution. C'est une sexualité qui va être une sexualité de la famille, finalement, et pas vraiment de la seule personne concernée. Et par exemple, c'est arrivé plusieurs fois aussi que le tierce me dise, bah voilà, moi je donne pas votre numéro de téléphone, c'est moi qui vous appelle et je veux pas ouais, que le bénéficiaire ait mon numéro de téléphone, parce que oui, sinon il va vous appeler tout le temps. Bon, ben peut-être, mais je préfère prendre le risque. Et puis si moi ça me dérange et puis que la personne dépasse un petit peu des limites, je peux moi remettre le cadre et puis parler avec cette personne. En général, c'est des personnes quand même adultes. Donc après, il y a aussi souvent la peur qu'il y ait des sentiments amoureux qui se développent pour la personne handicapée envers l'assistante sexuelle. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui peut arriver, mais déjà à partir du moment où c'est un service qui est tarifé, ça met déjà un certain cadre. Enfin, on fait pas croire que c'est qu'on apporte une relation d'amour. Et après que ça soit tarifé, d'ailleurs, ça n'empêche pas qu'il y ait un vrai échange
et quelque chose de ouais, qui soit affectif malgré tout. Et après, oui, c'est un risque, mais bon, après, peut-être qu'il faudrait apprendre à arrêter de surprotéger les personnes qui sont atteintes de handicap. Certes, souvent, pour beaucoup de choses, il y a besoin d'aide extérieure. Mais du coup, d'autant plus, ce serait bien de laisser une part de liberté à ces personnes-là. Et donc, moi, j'ai pu constater qu'il y a un peu trois niveaux de discours dans les associations qui mettent en place, qui tentent de mettre en place l'assistance sexuelle, parce qu'en France, c'est sûr que c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, c'est cette association suisse avec laquelle j'ai travaillé. Donc, je vais parler de celle-là, c'est celle que je connais. Mais donc, avec ce discours qui s'adresse plutôt aux politiques, qui va être donc, il n'y a pas trop de sexe finalement, il n'y a pas de pénétration, tout ça. D'un autre niveau, leurs discours, par contre, qui s'adressent aux personnes concernées, donc aux personnes atteintes de handicap et à leur entourage, c'est pas du tout clair sur ces questions. On laisse planer le doute et on dit pas trop. Donc comme ça, tout le monde croit que la réponse est complète et complètement adaptée. Et il y a encore un autre discours qui est celui que moi je reçois de leur part. Ou quand moi je leur dis écoutez, voilà, moi dans la réalité on me demande d'autres choses, qu'est-ce que je fais? On me dit tu fais ce que tu veux, tu peux avoir des rapports, par contre tu dois toujours appliquer le même tarif, sauf que c'est un tarif qui est calculé sur le fait qu'il n'y a que des massages érotiques. Donc, du coup, il y a une espèce de tension là aussi, parce que on maintient en fait ce service d'assistance sexuelle dans quelque chose qui serait de l'ordre de la charité, parce que on veut tellement pas que ça soit assimilé à de la prostitution, qui aurait une image négative. Qu'on met en place comme ça des espèces de limites pour créer une fausse distinction entre un travail du sexe qui serait vu comme éthique, l'assistance sexuelle, et un travail du sexe qui serait vu comme non éthique, qui est la prostitution, voilà, parce que les autres sont valides. Et voilà, donc on essaye de mettre une espèce de hiérarchie entre les deux, bon, qui me paraît assez artificielle, faut bien le dire. D'autres aspects que j'ai pu voir qui sont mis en place pour maintenir en fait ce service dans le domaine de la charité, va être, donc il y a une formation qui a été mise en place une année en Suisse pour former des assistants sexuels. Et donc une des conditions qui était demandée aux personnes qui voulaient se former était que ça ne soit pas que ces personnes ne comptent pas dessus pour vivre sur ce revenu-là. Et donc que ça ne soit pas une vraie profession, que ça soit un à côté. Et donc le motif qui m'a été donné a été que, pour pas qu'on le fasse pour l'argent. Bon, comme si on fait quelque chose pour l'argent, notamment un travail des sexes, si on le fait pour l'argent, c'est que on va le faire mal et on va le faire que pour le fric. Et si on le fait pas pour l'argent, on va le faire bien et avec plein de générosité. Donc il y aurait quelque chose de contradictoire. Alors que moi, ça me paraît un peu bizarre comme raisonnement, parce que
on ne se pose pas la question, par exemple, tout ce qui est dans le médical, en médecine, les docteurs, etc. Bon, ben, on leur fait confiance pour nous soigner, et pourtant on les paye, et parfois même très cher. Et on se dit pas, ah ben, je paye mon médecin, donc le salaud, il fait ça que pour le fric, et il va m'empoisonner. Enfin, je veux dire, il y a, voilà, donc il y a une espèce de d'hypocrisie, oui, on peut le dire. Voilà. Et un autre, encore quelque chose qui m'avait un petit peu intriguée dans ce recrutement, ça avait été... Bon alors, on fait très attention sur les personnes qu'on recrute dans la formation. On ne veut pas de pervers. Alors je vais demander, mais alors c'est quoi les pervers? Et on m'a dit, c'est des personnes qui sont excitées par des personnes handicapées. J'ai dit, ah bon? Mais ouais, je trouve ça bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait le faire sans être excité en plus pour que ça soit bien charitable. Enfin, c'est pareil, il y a une distinction qui est un peu bizarre. Si on peut allier les deux, enfin, je sais pas, c'est super. Donc voilà, tout, il y a... et bon, alors moi je soulève tout ça, c'est pas pour dire que l'assistance sexuelle c'est mal, parce que c'est quelque chose que je défends complètement et que je trouve très, très important. Mais si je souligne ça, c'est parce que pour l'instant, j'ai l'impression que la situation ne peut pas évoluer sur cette question-là, parce qu'on a peur de parler vraiment des choses, et qu'on est un peu frileux bon, déjà sur la question du travail du sexe de manière générale en France, bon, et pas que en France, mais que en plus, quand ça concerne le handicap, il y a une espèce de culpabilité des valides envers effectivement cette injustice qui a réellement voilà, oui, le handicap est là, on peut pas y faire grand chose une fois qu'il est là. Mais du coup, cette culpabilité fait qu'on a du mal à aller vraiment dans ce sujet-là et à mettre des moyens adaptés pour faire face à ça, pour arrêter d'être dans des discours hypocrites, pour rendre leur sexualité aux personnes concernées et les rendre autonomes par rapport à ça. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur l'assistance sexuelle. Ensuite, donc un autre domaine, donc l'éducation sexuelle. Donc pareil, où il y a j'ai pu voir des tensions en fait entre les discours et la pratique. Donc moi, je suis en train de passer un diplôme universitaire en Suisse en santé sexuelle, donc pour être éducatrice sexuelle, donc donner ces cours d'éducation sexuelle dans les écoles, ou travailler dans tout ce qui est voilà, conseillère en santé sexuelle. Donc les discours qui sont délivrés dans ces professions, voilà, donc je vais vous lire un extrait de la charte. Donc c'est toujours des discours très éthiques, voilà, sur la tolérance, le non-jugement, etc. Et donc il est dit, entre autres, nous nous engageons à promouvoir une vision positive et globale de la sexualité, qui reconnaît l'existence naturelle et légitime du plaisir en tenant compte des composantes affectives, physiologiques et sociales, à développer l'éducation à la sexualité sur la base de l'estime de soi et sur la construction de l'identité, à prendre en compte chaque individu dans sa sexualité spécifique. Donc ça, c'est le discours.
Alors moi, ce que j'ai observé dans la réalité, donc j'étais dans des classes et donc j'ai observé des éducatrices. Déjà, d'une part, tout est expliqué et verbalisé sur la base de la relation hétérosexuelle. Donc qui est tout est voilà, c'est la base, c'est la norme. On parle de ça. Après, si éventuellement il y a une question d'un élève sur l'homosexualité, alors là, on va avoir une brève explication qui va être en général. Parfois, deux personnes du même sexe tombent amoureuses et dans ce cas-là, on a le droit. Bon, là. Donc c'est assez éloquent. Et en plus, et donc ça, cette petite phrase est d'après les éducatrices un discours très ouvert et tolérant. Voilà, sauf que donc on parle jamais de transsexualisme, d'intersexualité. Alors ça, par contre, ça n'existe pas. On le mentionne même pas. Enfin, c'est juste, c'est pas qu'on peut expliquer dans le même genre de phrase. C'est juste qu'on n'en parle pas. Donc, on n'en parle pas. En général, l'ordre de marche, c'est qu'on va d'abord expliquer la procréation, donc comment on fait les bébés, voilà, au niveau physiologique, et ce qui fait que ça mène naturellement à glisser vers le coït hétérosexuel, reproductif, donc, vu qu'on a commencé par la reproduction. Et à la fin, on mentionne, comme ça, pareil en une phrase, mais bien sûr, ce n'est pas que pour faire les bébés, c'est aussi pour le plaisir, parfois. Voilà. Et donc, et pourtant, c'est des personnes, toutes ces éducatrices, c'est des personnes qui vraiment pensent qu'elles dissocient complètement la sexualité de la reproduction. Mais elles ne se rendent pas compte que leur manière de présenter les choses, au contraire, le maintient complètement le lien entre les deux. Et voilà, donc pour continuer sur le rapport hétérosexuel, donc déjà c'est forcément avec une pénétration du pénis, hein. Donc un rapport est forcément avec une pénétration, sinon ce n'est pas un rapport. Donc bon, c'est pareil, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui définit un rapport sexuel. Est-ce que ça doit forcément passer par une introduction d'un pénis ou d'un objet dans un orifice? Bon, je pose la question. Et je voulais souligner aussi que le vagin est un pénis inversé, ils sont faits pour s'emboîter, la nature est ainsi faite. Voilà, donc ce sont des choses que j'ai entendues voilà, en cours. Et donc toutes les autres pratiques sont complètement squeezées. Donc on ne parle que voilà, quand on parle de sexualité, on ne parle que de pénis dans un vagin. On ne parle de rien d'autre. Voilà, donc si vous comptiez sur les cours d'éducation sexuelle pour en apprendre un petit peu plus, eh bien c'est raté. Alors, les élèves, par contre, posent des questions. Et donc, en général, il y a des questions sur la sodomie. Et donc, c'est pareil. Donc, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en général, les réactions sont plutôt gênées de la part des éducatrices. Et donc, bon, il y a déjà tout un langage non verbal, corporel, qui a quelque chose qui se crispe comme ça complètement, où on serre les fesses. Et où je cite, parce que je suis désolée, hein, je cite des choses, mais parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant, voilà, quand je...
Donc, pour répondre à la question de la sodomie, alors, l'anus est un orifice excréteur. Ce n'est pas fait pour recevoir, mais pour expulser. Beaucoup de personnes n'ont pas du tout envie d'essayer et n'essaieront jamais. Mais quelquefois, si des personnes qui s'aiment très fort ont envie d'essayer, elles ont le droit, ce n'est pas interdit. Mais sachez quand même que vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez refuser si on vous le demande. Voilà. Et donc c'est pareil, hein, je redis que dans le discours officiel, on est très très ouvert et on parle de tout. Voilà, donc c'est aussi souvent encore associé à, quand il y a des questions sur la sodomie, à l'homosexualité. Voilà, c'est bon, comme si c'était forcément... C'est l'homosexualité ou c'est j'ai glissé? C'est ça. Mais c'est pas fait exprès, c'est que les homos. Bien sûr. Ou alors on est refoulé. Mais voilà, donc du coup, il y a encore quand même une dichotomie aussi dans ce discours qui se veut très ouvert sur la sexualité, les pratiques sexuelles et la pratique. Parce que pour tout ce qui est en dehors du rapport hétérosexuel, tout le reste, si on en parle, c'est ponctué par on peut le faire, on a le droit. Bah, oui, encore heureux. Mais enfin, juste le simple fait de dire qu'on a le droit, ça sous-entend que ça ne va pas de soi, s'il faut préciser qu'on a le droit. Alors qu'à aucun moment donné, ça ne leur est arrivé de dire des fois, un homme et une femme se rencontrent, ils peuvent avoir envie d'introduire le pénis du monsieur dans le vagin de madame. Ils ont le droit. Non, parce que ça paraît comme allant de soi. Et voilà, donc on ne remet pas ça en question. Sinon, donc au niveau du genre, on perpétue, c'est bien balisé, hein, on perpétue aussi, voilà, complètement. Donc il y a, quand on va expliquer la puberté aux jeunes, voilà, c'est les filles, vous allez avoir les seins qui poussent, voilà, donc soyez fiers, c'est bien. Parce que c'est ça, être une femme, c'est avoir des seins. Voilà, donc on a une espèce d'association femme égale sein et femme égale règles. Voilà, donc soyez fiers, vous allez avoir vos règles, mais c'est bien parce que vous pourrez, c'est ce qui fait que vous pourrez avoir des enfants et porter un enfant. Voilà, donc on reste dans des choses bien genrées, bien balisées. Et pour les garçons, vous allez avoir des muscles. C'est bien, c'est ce qui fait que vous serez plus fort que les filles. Voilà. Donc c'est bien balisé. Et donc, et encore une chose, pour être éducatrice sexuelle, parce qu'il n'y a que des femmes, dans ce que j'ai vu, donc ce ne sont que des femmes de plutôt 55 ans, qui sont mères de famille, qui sont mariées, qui en général ont eu comme première profession infirmière ou sage-femme, et donc elles ont toutes ce profil-là. Donc, on nous dit clairement que pour parler de sexualité à des jeunes, il faut être plutôt représentant d'une sexualité dite respectable et incarner physiquement, dans le corps, en tant que personne, une hétérosexualité reproductrice. Voilà, et être plutôt une maman pour parler à des enfants de sexualité. Donc, encore une fois, on est bien balisé et on sait où on est. Donc, moi qui
qui suis dans cette formation pour être éducatrice sexuelle et qui ne suis pas moi-même mère de famille et qui suis travailleuse du sexe et non pas sage-femme. Donc moi, j'ai commencé et j'ai été virée de stage parce que je ne correspondais pas à ce schéma-là. Et donc j'ai voulu savoir si, vu que le discours dit qu'il n'y a pas de problème pour eux avec l'homosexualité, pardon, j'ai demandé si est-ce que une personne homosexuelle, pour eux, ça leur semblerait envisageable que cette personne-là puisse être éducateur sexuel ou éducatrice sexuelle. Parce que bon, ils n'acceptent pas les travailleuses du sexe, certes, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé de travail du sexe en classe. Je me suis dit, ils parlent d'homosexualité en classe. Dans ces cas-là, ils devraient les accepter. Et donc là, on m'a dit clairement que non, que ça poserait problème. Ou alors pour faire une intervention spécifique sur l'homosexualité. Et donc là, encore une fois, on voit bien que du coup, pour parler de sexualité, pour être éducateur sexuel, il ne faut pas avoir appris un savoir-faire, mais il faut être soi-même un représentant d'une sexualité. Voilà, donc comme tout ce qui touche à l'enfance et aux jeunes, et qu'on a toujours peur pour les enfants, on continue, il faut que ça soit toujours des mères bien balisées, qui peuvent s'adresser à eux. Et donc, en classe, finalement, on ne parle pas du coup vraiment de sexualité. On parle de contraception, on parle d'infections sexuellement transmissibles et on parle de reproduction. Donc finalement, ce ne sont pas des cours d'éducation sexuelle, ce sont des cours de mise en garde sur la sexualité. Voilà, donc je finirai juste en interrogeant le terme lui-même d'éducation sexuelle, parce que si on parle d'éducation, ça veut dire qu'il y aurait un savoir fixe à transmettre sur la sexualité, alors que je ne crois pas que ça soit vraiment le but, vu qu'il y a autant de sexualité, de manières de faire que de personnes. Et que ça serait plutôt une opportunité de parler de plein de pratiques, de donner, d'autonomiser les personnes, de leur apprendre à avoir confiance en elles pour explorer leur propre monde sexuel. Voilà. J'avais présenté notre rencontre avec l'idée qu'il y avait un problème quand même souvent entre savoir et sexualité. Après avoir écouté Marianne Chardon, on ne peut pas nous dire que ce savoir-là est très difficile. Bon, on va écouter maintenant Ils n'entendent pas au fond. les remarques que tu veux faire. Non, je faisais juste une remarque sur la petite introduction que j'avais faite, qui me faisait penser, après avoir écouté Philippe et Marianne, qu'effectivement il y avait un vrai problème au moment où ces deux questions se rencontrent, la question du savoir et la question du sexuel. Là, on l'entend très très clairement, on ne peut pas mieux dire, quoi. C'est très très interrogeant. Bien, alors maintenant je laisse la parole à Chouchou. Bon, je remplace Ovidie, j'ai pas les mêmes atouts.